Nous étudions ici un extrait du mariage de Figaro de Beaumarchais. Beaumarchais est un écrivain du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un écrivain du siècle des Lumières. Il est l'auteur d'une trilogie qui est composée donc du mariage de Figaro, mais aussi du Barbier de Séville et de la mère coupable. Dans ces trois pièces, on retrouve donc le personnage central de Figaro. La pièce dont est extrait notre passage a été écrite peu avant la Révolution française, ce qui influence les idées que l'on y retrouve. En ce qui concerne notre passage, juste avant, Figaro se croit trompé par Suzanne, c'est-à-dire la femme qu'il va épouser, et par le comte, donc son maître, qui utiliserait selon lui le droit de cuissage. Et donc il se met en position de les épier. Figaro, seul, se promenant dans l'obscurité, dit du ton le plus sombre. « Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient, c'est elle. On sait les personnes. La nuit est noire en diable et me voilà faisant le sous-métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Il s'assied sur un banc. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussé-je mis une pierre au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir effronter Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un je crois ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'omoplate en nous disant chien de chrétien. Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Les joues creusées, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses, et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Aussitôt, je vois, du fond d'un fiacre, baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Il se lève. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Alors, nous allons étudier ce texte en nous demandant en quoi le monologue de Figaro permet à la fois d'évoquer la vie du personnage, mais aussi de critiquer la société du XVIIIe siècle. Et on va venir séparer le texte en 3 étapes. Du début jusqu'à il s'assied sur un banc, la première didascalie, nous avons une présentation du contexte. Puis ensuite, jusqu'à il se lève, nous avons l'histoire de Figaro et son expérience d'écrivain. Et à la fin du texte, la réflexion est plus générale sur la question de la liberté d'expression. La didascalie initiale du texte montre la tristesse du personnage. Il est seul, c'est donc un monologue, et il se promène dans l'obscurité. Son ton est sombre, c'est-à-dire triste, et il vient marquer en fait sa tristesse face à la trahison supposée de Suzanne. D'ailleurs, l'entrée du monologue nous fait comprendre la situation. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Donc on voit bien qu'il imagine que le comte cherche à exercer donc ici son droit de cuissage, c'est-à-dire de prendre la virginité de Suzanne avant même son mariage. Le texte vient critiquer les privilèges qu'ont les nobles, cela tourne autour de cette question de ce que se croit permis à un noble, notamment face aux femmes. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie, donc là on voit bien la répétition, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela vous rend si fier. Il vient insister à travers l'accumulation sur l'ensemble des privilèges de la noblesse. Et
par la question rhétorique « Qu'avez-vous fait pour tant de bien ?», il interroge le comte supposément sur ses qualités, et il vient en fait signifier ce qu'est l'injustice de la société pré-révolutionnaire. Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. C'est-à-dire que les nobles n'ont pas besoin de venir montrer leurs qualités pour avoir une place dans la société, contrairement à la bourgeoisie avant la Révolution française, et c'est ce que vient d'énoncer le personnage de Figaro. Lui, à l'inverse, n'est pas un homme ordinaire comme le comte, c'est un homme qui a exercé différents métiers, qui a également cherché à se cultiver et à étudier. Il le dit d'ailleurs de manière hyperbolique. Il lui a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Donc on voit bien que Figaro représente celui qui fait des efforts pour s'en sortir et qui ne peut pas accéder de par son statut à une place dans la société, contrairement à la noblesse. La fin de ce passage revient également à la question du contexte particulier de l'extrait, puisque vous avez évoqué la situation de Castro Figaro, le fait qu'il guette, qu'il cherche à épier Suzanne et le comte. La nuit est noire en diable, et voilà, faisant le saut métier de mari. Donc on voit ici qu'il redoute en fait le fait d'être un mari trompé par sa femme. Ensuite, on va retrouver un plus long passage qui reprend les épisodes de la vie de Figaro, puisqu'il va vraiment venir expliquer ce qu'a été sa vie, ce qu'est son expérience. Et en fait, on retrouve deux choses dans le texte. On retrouve des remarques qui concernent la société du XVIIIe siècle et des remarques qui concernent juste la situation de Figaro. Il rappelle dans ce passage sa naissance et son enfance, fils de je ne sais qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, et on sait par la pièce que effectivement c'est un enfant qui a été enlevé. Et d'ailleurs cette question-là est au centre aussi de la pièce, de son origine, de sa véritable mère. On voit qu'il accorde dans un premier temps une grande importance à son éducation. Il apprend la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et ici l'accumulation permet d'insister sur sa culture. Et on voit bien que malgré son éducation médicale, parce qu'il n'a pas la place qu'il faut dans la société, il ne peut pas accéder à un véritable métier. Tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre en main une lancette vétérinaire. Donc il vient opposer le soin aux animaux et le soin des hommes. Deuxième aspect de sa culture, c'est sa culture littéraire, puisque après avoir eu une expérience dans le domaine médical, paramédical, il va avoir une expérience littéraire. Il explique « Je me jette à corps perdu dans le théâtre ». Donc il devient lui-même écrivain, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il devient représentant en quelque sorte dans la fiction du personnage de Beaumarchais. Du coup, on retrouve dans ce texte son expérience en tant qu'écrivain. On voit que deux sujets abordés vont être cible de la censure. Le premier sujet abordé, c'est celui de la religion. On voit qu'il cherche à fronder Mahomet sans scrupule. La question se pose ici par rapport à la religion musulmane, puisque l'histoire se situe en décalage, se situe en Espagne et non en France. Mais en fait, c'est une manière indirecte pour Beaumarchais de parler de la religion de manière générale. Donc, interdiction de parler de la religion ici, puisqu'on va avoir toute une série de conséquences. Il insiste sur l'ensemble de ceux qui viennent protester par l'accumulation, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, Tripoli, etc. Deuxième sujet qu'il aborde, c'est celle de la répartition des richesses. Il se lève une question sur la nature des richesses, et là encore, ça conduit à l'exercice d'une censure. En fait, l'œuvre de Figaro va être critiquée. Il évoque sa comédie flambée. Son œuvre va donc être interdite. Ça va avoir des conséquences sur sa propre vie, puisque
Cela va conduire à un appauvrissement progressif qu'il représente de manière métaphorique, mais joue creusé, tu n'as donc plus les moyens de vivre correctement. L'huissier menace de venir. Mon terme était échu, je voyais de loin arriver l'affreux record. Et dernière conséquence de ce manque de liberté d'expression, c'est le passage par la prison qu'il évoque à la fin du texte. Je vois du fond d'un fiacre, mais c'est pour moi le pont d'un château fort à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté, qui est ici une manière indirecte de dire qu'il est emprisonné. La fin de notre extrait vient évoquer justement cette question de la liberté d'expression en quittant l'exemple particulier de l'expérience de Figaro et en la généralisant. Il s'imagine parler à un de ses puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, et on voit bien d'ailleurs ici toute la manière qu'il a d'évoquer de manière péjorative la noblesse. Et le texte se conclut sur une généralisation sur la liberté d'expression. Les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où on en gêne le cours. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Autrement dit, la liberté d'expression est indispensable à l'exercice d'un pouvoir politique, puisque c'est celle qui vient le légitimer. Et il n'y a que ceux qui ont quelque chose à se reprocher, autrement dit, qui peuvent venir attaquer cette liberté d'expression. En conclusion, le monologue met donc en évidence la colère et la tristesse du personnage. Il raconte son expérience, le personnage de Figaro raconte son expérience, la prison, la pauvreté à cause de ses écrits. Et à travers l'expérience de Figaro, le texte permet donc de critiquer deux choses, les privilèges qu'ont les nobles dans la société du XVIIIe siècle et le manque de liberté d'expression. Et ça, Beaumarchais le fait en partant de l'expérience espagnole de son personnage.